la loupe, dans ce numéro de votre émission Entretien du jour, le Bénin à l'ère du renouveau démocratique à ce jour. Ses exploits, mais aussi ses travers. Pour nous aider à faire l'exercice, le juriste et auteur de l'ouvrage Le Très en vue, Bénin, une démocratie à rude épreuve. Il a nom Horace Raoul Glessoubet. Raoul Glessoubet, bonjour. Merci bonjour, de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, depuis quelques jours, vous avez mis sur le marché Gani, la bibliothèque d'une nouvelle parution. Bénin, une démocratie à rude épreuve. Une parution à un moment plutôt critique. Le Bénin a traversé une période préélectorale jamais vécue, ponctuée de quelques scènes de violence. On a parlé de morts controversées, mais là, on est en pleine crise post-électorale et du sang a coulé, des morts aussi. Pour d'aucuns, c'est inadmissible et inimaginable ce qui arrive au Bénin. Mais quand on vous suit, c'était comme si le verre dans le fruit. Hélas que nous soyons en train de vivre ce que nous aurions pu éviter depuis la conférence nationale il y a bientôt 30 ans. Mais lorsque vous faites une chute, il ne faut pas voir le point de chute, il faut voir déjà là où vous avez commencé par trébucher. J'ai fait référence aux élections à polémique que nous avons connues dans notre pays, déjà en 91, au lendemain de la conférence nationale, et 96, 2001. Seule l'élection présidentielle de 2006 n'a pas connu de polémique, n'a pas connu d'irrégularité. Et 2011, vous savez ce que ça a été, j'ai retracé tout ça dans mon ouvrage. Bref, c'est vous dire que la crise que nous connaissons aujourd'hui est on peut assimiler ça à un ras-le-bol du peuple béninois qui a tout le temps supporté ces insuffisances, ces incohérences inhérentes au processus démocratique dans notre pays. Vous avez spécifié, loin des incohérences, il s'agit, dites-vous à travers les lignes, d'imperfections ayant de tout temps caractérisé le processus électoral, mais souvent masqué à travers des appels répétés à la paix, et puis rapidement on oublie, et à un autre scrutin, on retombe dans les mêmes travers. Très bien, vous avez très bien fait le diagnostic. Je crois que lorsqu'il y a des insuffisances, il faut se rendre disponible pour les corriger et pour avancer. Il ne sert à rien de camoufler les choses, de se muer dans un élan de paix qui, en réalité, est de la braise. Et qui finit par connaître le jour. Et c'est ça ce que nous vivons pour le cas d'espèce. Parce que, vous savez, tout a commencé. Et lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision le 1er février pour légiférer en griffe en ce qui concerne le certificat de conformité, qui n'est prévu nulle part dans les deux lois. Alors, tout parti qui doit candidater à l'élection législative devra déposer, entre autres, pièce constitutive du dossier, le certificat de conformité à son dossier. Et il se pose la question de savoir à ce niveau, est-ce que la Cour a les prérogatives de prévoir là où le législateur n'a pas prévu, c'est-à-dire le certificat de conformité. Et toute la problématique se situe à ce niveau-là, puisque la nature humaine, c'est normal que l'autorité qui est compétente pour délivrer ce certificat de conformité, si cette autorité elle-même, elle est candidate, alors la meilleure façon à elle de réduire la compétition, c'est déjà d'empêcher ceux qui pourraient compétir contre elle. Donc, ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Donc, et cette nature humaine, malheureusement, vous avez constaté qu'elle est intervenue à plusieurs niveaux chaque fois qu'il est question d'élection au Bénin. Une certaine hypocrisie, dites-vous, mêlée de non-dits qui ne peuvent que avoir pour conséquence des situations dramatiques que chaque fois le Bénin a reportées. Oui. Vous dites chaque fois le Bénin a reporté. Très bien, vous avez bien dit. Quand on interroge l'histoire politique de notre pays, vous allez vous rendre compte que déjà en 91, l'élection présidentielle a été
à polémique, parce qu'elle était organisée par le ministère de l'Intérieur. Et c'est ça qui a engendré la réforme d'institutionnalisation de la Commission électorale nationale autonome pour sortir du giron du gouvernement le contrôle des processus électoraux dans notre pays. Mais lorsque, à travers les lois que j'ai supracitées, le gouvernement reprend sous son contrôle le processus électoral, et notamment ce qui concerne la délivrance du certificat de conformité et du quitus fiscal. Vous voyez un peu comment les mêmes effets. Ce que nous pensions avoir laissé il y a peut-être vers 8 ans en arrière, nous rattrape. Parce que les dérives ont été constatées sans préavis. Les dérives constatées sans préavis, vous pensez que là encore, c'est possible d'éviter là où le Bénin se trouve? Et pour l'en sortir, vous appelez, vous semblez dire que ce n'est pas encore tard, à une certaine impartialité des acteurs responsables au niveau de toutes sortes d'institutions à jouer à fond leur partition sans chercher à plaire. Exactement. Moi, je pense que, puisque nous n'avons pas la civilisation de remplacer les hommes par les machines, il n'y a que les hommes pour animer nos institutions. Ouais, il faut, dans un premier temps, dépolitiser ces institutions et rendre les hommes qui les animent indépendants et qui, du reste, doivent aussi faire preuve d'impartialité dans leur travail, dans leur mission. Et en ce moment, chacun pourrait être à l'aise. Mais lorsque celui qui est mis à la tête d'une institution se rend redevable de celui dont il tient l'émanation, vous voyez, il n'y a pas de raison qu'il ne serve pas ses intérêts avant l'intérêt général. Donc voilà la crainte. Il faut, lorsque vous faites ce diagnostic, vous devez chercher à changer de paradigme. Changer de paradigme, de mon point de vue, quand je prends l'exemple de la Sénat, les hommes il faut dépolitiser la Sénat. Il faut dépolitiser la Sénat. Pourquoi ne pas faire un appel à candidature pour ceux qui doivent animer l'institution, qui est la Sénat? Si vous observez la configuration de la Sénat, vous vous rendez compte que les hommes politiques ont une part prépondérante. Et c'est inquiétant. Lorsque vous n'y avez personne, c'est-à-dire que, en fait de compte, vous vous rendez compte que vos intérêts pourraient être brimés et sans que vous n'ayez aucun recours. Et dès lors que la Cour constitutionnelle qui est sans recours, dont les décisions sont sans recours, pourrait être amenée aussi politisée à entériner les décisions issues de la Commission électorale nationale autonome. Donc il faut effectivement avancer dans les réformes, mais des réformes d'intérêt général et non des réformes intéressées. Parce que des réformes intéressées finissent toujours par rattraper. Parce que les gens doivent se rendre compte que le pouvoir est éphémère. Quand vous êtes à une fonction, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative, qu'elle soit institutionnelle tout court, vous y êtes pour un temps. Et lorsque vous faites les réformes pour le temps pour lequel vous y êtes, les choses vont rattraper par la suite. Et étant entendu que vous êtes dans la même nation, dans le même peuple, vous serez amené aussi à subir les déboires. Ah oui, et là, vous l'avez rappelé sur 3 lignes, les responsables d'aujourd'hui doivent travailler plutôt pour l'avenir et non pour l'instant T. Vous pensez que c'est un pari tenable dans le contexte béninois? Oui, moi je pense. L'essentiel est qu'il faut que les Béninois se sentent d'être Béninois et réclament d'être Béninois à travers les actes qu'ils posent, à travers les fonctions qu'ils exercent. Le tout ne suffit pas de le dire, de le clamer à chaque occasion. Mais il faut des actes forts qui traduisent la conviction qu'on a de la patrie. C'est fondamental pour faire avancer ce pays et pour que notre démocratie cesse d'être noircie, comme c'est le cas actuellement, ce que nous sommes en train de vivre dans le pays. Oui, un autre levier sur lequel il faudra travailler, là encore, vous interpellez, non pas que les autorités, mais chaque Béninois à chaque niveau de responsabilité. Et au premier plan, les hommes de la plume. Vous dites que le 4e pouvoir est dans un état critique et tant qu'il en sera ainsi, eh bien, on risque de vivre aussi des événements pas trop heureux. Exactement. Moi, vous savez, il y a 2 maillons forts qui tiennent toute démocratie, de mon point de vue, le Parlement et la presse. Et j'ai dit dans l'ouvrage 4e pouvoir au plan constitutionnel, la presse, de mon point de vue, est le premier des pouvoirs, le pouvoir qui fait et défait tous les autres pouvoirs. Et j'ai ajouté, si le cœur de la démocratie béninoise, et de toute démocratie d'ailleurs, bat au Parlement, pour en prendre le pôle, il faut interroger la presse.
Donc, l'importance du rôle de la presse est sans aucun doute. On est d'accord, l'ampleur, la presse les journalistes doivent mesurer. Ils doivent mesurer l'ampleur et l'importance de leur rôle dans le fonctionnement de notre démocratie. Et si ça marche, ça va être à leur actif. Si ça ne marche pas, c'est sûr que ça va être aussi à leur passif. Mais vous déplorez que, à ce niveau, tout semble encore politisé. Et chaque jour davantage. Oui, vous savez, le diagnostic de la presse est plus profond que ça. Et j'ai ajouté qu'une presse n'est libre que lorsqu'elle est financée par ses lecteurs, par ses téléspectateurs et par ses auditeurs. Ouais, lorsque la presse ne se laisse pas financer, ne se rend pas crédible pour être financée par ceux qui la suivent, tout de suite, le politique, c'est-à-dire l'homme politique s'en sert. Et lorsque l'homme politique s'en sert, n'attendez pas qu'il fasse de vous ce que vous voulez, mais il va vous inviter plutôt à faire de lui ce qu'il veut. Donc voilà. Raoul Blessougbé, toutes choses intéressantes à découvrir et d'autres paliers également. 13 minutes, ça pas très vite, mais je m'en voudrais de ne pas vous interroger par rapport à un point que vous avez évoqué. Vous avez parlé de loi de programmation qu'il va falloir envisager pour le Bénin afin que tout gouvernant soit dans un cadre précis et qu'à terme, on puisse atteindre des objectifs clairs. Oui, très bien. De mon point de vue, depuis la conférence nationale, et j'ai fait ce diagnostic, à la conférence nationale, nous avons péché. La génération qui était à la conférence nationale, moi je n'y étais pas. Cette génération a péché de ne pas mettre en place les points d'application pour le développement de notre pays. Et on sait, bien entendu, la crise était politique, il fallait trouver une solution politique. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après 30 ans, nous nous rendons compte que lorsqu'un président est élu, il porte une vision qu'il met en œuvre et il noircit peut-être tout ce que son prédécesseur a fait et il donne l'impression que c'est maintenant que le Bénin démarre. Et moi, après ce diagnostic, je me suis dit, il faut une loi de programmation pour ce pays qui va définir les grandes orientations en matière de développement pour le pays sur le long terme. Et lorsque vous venez et que vous êtes porté par un courant socialiste, vous puisez dans cette loi qui est à l'instar de Bénin Alafia 2025, qui malheureusement n'a pas été décliné en loi. Quand vous venez, vous êtes porté par un courant socialiste, vous puisez ce qui vous intéresse dans cette loi de programmation et que vous mettez en œuvre pour votre mandat. Si vous êtes porté par un courant libéral, vous puisez ce qui est libéral dans cette loi de programmation que vous mettez en œuvre. Vous ne venez plus pour porter, parce que le développement d'un pays va au-delà de la vision d'un homme. C'est tout le peuple, c'est toutes les composantes de ce pays-là qui doivent s'asseoir pour définir les problématiques de développement. Et c'est ça qui a manqué depuis 30 ans. Et c'est ça qui fait que chaque gouvernement qui s'installe navigue, improvise, et après lui, celui qui vient recommence. Et nous sommes dans un cercle ou dans un cycle infernal pour le peuple qui n'évalue pas, qui n'a aucun indicateur d'évaluation. Les gens viennent, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en vont et d'autres viennent, ainsi de suite. Le laboratoire de l'Afrique de l'Ouest en termes de démocratie est très mal en point. Alors, qu'est-ce que l'auteur propose pour espérer voir le paquebot reprendre son envol et comme cela se doit? Oui, moi je pense que ce pays qui nous est tous cher, le Bénin, je pense que les forces vives doivent se mettre ensemble. Et je suggère que, à la manière de ce qu'on a observé il y a environ 30 ans à la conférence nationale, que le peuple s'asseye à nouveau pour définir les bases de préservation de ses acquis démocratiques et de son processus de développement. Vous voyez le système, la réforme du système partisan qui est à saluer. Moi, je constate qu'à l'atterrissage, qu'il y a déjà beaucoup de quiproquos qui laissent croire que ça s'en va être un échec. Nous glissons lentement, mais sûrement dans un système plutocratique où c'est l'argent qui va dicter la loi. Lorsqu'on vous demande une caution de 250 millions pour être candidat à l'élection présidentielle, combien pourront l'avoir dans ce pays? Combien de Béninois pourraient avoir 250 millions pour être candidat à l'élection présidentielle? Combien de partis pourront avoir 249 millions pour candidater à l'élection législative? Nous glissons dangereusement dans un système plutocratique qui est un travers. Je pense que ce pays doit se rasseoir pour définir les bases
de la préservation de ses acquis démocratiques et de son développement. Merci à vous, Raoul Glessoubé. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, votre rubrique Entretien du jour pour ce numéro-ci s'arrête ainsi. C'était là un décryptage, peut-on dire, de l'ouvrage qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci, Bénin, une démocratie à rude épreuve, signé Erasme Raoul Glessoubé. Il y trace le chemin pour aider le Bénin à redorer tout son blason. C'est encore possible. Les Béninois doivent accepter une fois encore, se rasseoir pour se projeter dans l'avenir, penser le vivre ensemble et non l'égocentrisme. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Merci.